Sur la page après, juste derrière. Ça y est, on est en Ouais, ouais, live. je suis dessus, ouais. Ouais, ouais, ok. Ça va, Sur c'est la bon page, pour toi? sur la page Ouais, Ethic News, hein, on est d'accord? ouais. Ouais, c'est là que tu vas retrouver le live. Nous y Ok, parce voilà. que là, il apparaissait pas. Hop. Alors attends. Hop là. C'est parti. Ça va Stéphane? Bah bien. C'est les vacances? C'est ça, ouais, 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 on peut voir derrière le hamac qui est là derrière, ouais, ouais, c'est les vacances au camping, en famille. Bon. Moi en famille, bah ouais, ça fait du bien. Je voulais absolument, je suis venue vers toi. Rapport à ce qui t'est arrivé, j'avais besoin qu'on en parle avec la clique éthique. On trouvait que c'est hyper important. Donc si tu pouvais remettre dans le contexte ce qui s'est passé pour toi le 8 décembre 2018. 2018, ouais, ouais, ça commence à remonter un peu. Bah, le 8 décembre 2018, bah, début du mouvement des Gilets jaunes, en tout cas, première quinzaine. Et du coup, moi, je suis rentré sur la pointe des pieds dans le mouvement, en le voyant un peu à distance. Aïe, 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 ça coupe. Non, ça coupe pas. Ouais, ça coupe pas, pardon. Un peu à distance, en essayant de comprendre ce qui se passait, en essayant de comprendre ce que c'était. Et puis voilà, j'ai mis un pied, deux pieds, et puis je me suis retrouvé le samedi 8 décembre sur un rassemblement qui avait lieu sur un centre commercial, comme on peut en voir dans pas mal de villes, à l'entrée de la ville de Valence, le plateau des couleurs. Et c'est un rassemblement qui avait pour but de sensibiliser les gens qui venaient dans les centres commerciaux sur bah, ce que c'était que ces centres commerciaux, ces grosses chaînes qu'on peut retrouver sur ces centres, leur impact social, écologique, etc. Donc avec à la fois de la sensibilisation et du filtrage aussi à différents points de ce centre commercial. Donc ça s'est bien passé dans la matinée, on était 100, 150. Et voilà, et puis vers midi, les forces de l'ordre ont décidé qu'on n'avait plus rien à faire là. Et donc là, il a été décidé collectivement de rester, parce qu'on se trouvait légitime à rester. Et donc il y a eu un premier face-à-face avec les forces de l'ordre, qui a amené rapidement deux blessés côté gilet jaune assez graves, hein, avec un qui a été frappé à la tête avec une matraque, et un autre qui a reçu un tir de LBD au corps. Et donc du coup, il y a eu un statu quo pendant un petit moment, et puis au bout d'une heure environ, des nouveaux fourgons de gendarmes mobiles qui arrivent, et donc la décision du groupe de quitter les lieux et de partir sur Valence, où il y avait la manifestation pour le climat l'après-midi. Donc voilà, D'accord. on quitte le rond-point, chacun repart vers le parking, vers sa voiture. Moi, j'en fais partie, je suis avec un groupe, on est un peu éparpillés. Et puis là, il y a du bruit qui émane d'un endroit dans le centre commercial, enfin dans le parking, et des personnes qui viennent à notre rencontre avec le groupe avec lequel j'étais pour nous faire part d'une bagarre qui avait éclaté non loin de là, quoi. À partir de ce moment-là, tout va très vite. Moi, je pars en courant vers le lieu. Je visualise une personne qui est en train de donner des coups à des gilets jaunes. Et voilà, mon réflexe, ça a été de donner un coup de pied à cette personne. Et un coup de pied, puis deux. Et là, quand j'ai donné ces trois coups de pied, j'aperçois une autre personne en civil avec un pistolet et qui braque d'autres personnes. Et là, je me rends compte que c'était en fait Ouais. des policiers, qu'il y avait un policier qui était là. Donc là, il y a un mouvement de fuite, on va dire. J'en fais partie. Et je pars et je rejoins d'autres amis qui étaient là sur le parking, et on part en voiture à Valence à la manifestation pour le climat. Bien sûr, moi, je suis assez chamboulé, hein, à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'était Ouais. assez violent dans le sens où ça a été très vite. Voir une arme braquée sur soi, Mmh. ça m'était jamais arrivé. Puis l'ambiance qu'il y avait, enfin bref, c'était très confus, et voilà. Et même les copains, je me souviens l'après-midi qui me retrouvent, ils ont tout de suite capté qu'il y avait un truc qui allait pas. Moi, j'étais un Mmh. peu, Sonné voilà, quoi. j'étais Ouais. sonné, ouais, exactement, ouais. Mais bon, je décide de rester là, et puis il y a cette marche qui se passe où je me sens pas trop bien, mais bon, je suis là, et puis en fait, je me fais interpeller dans la manif, ils m'ont repéré, et je me fais interpeller bien violemment, avec des coups de matraque à la tête, deux plaies sur la tête, ça pisse le sang. En fait, ils m'ont coincé dans une petite rue et ils s'en sont donnés à cœur joie, quoi. À la Et loyale. voilà.
Ouais, voilà, comme ils savent faire quelquefois. Mmh. Et voilà, et du coup, à partir de là aussi, tout s'enchaîne. Donc, emmené au commissariat, donc garde à vue, négociation pour pouvoir aller à l'hôpital et quitter cette cellule infâme pour avec mes plaies et le sang qui Tes plaies, poussait. Voilà, donc je finis par pouvoir aller à l'hôpital le soir et puis ensuite 24 heures de garde à vue, prolongée par de nouvelles 24 heures, donc ça nous amène au lundi matin. Et puis déferment pour comparution immédiate pour le lundi après-midi au tribunal de Valence. Alors, d'accord. cette comparution immédiate, comme c'est notre droit, on est 2 sur les 4, hein, puisqu'on est 4 à s'être fait arrêter sur cette affaire. On est 2 sur les 4 à demander un renvoi de la comparution immédiate parce Mmh. qu'on savait que c'était pas des conditions satisfaisantes pour se défendre, pour avoir préparé une défense, etc. Et donc, c'est renvoyé pour les 4 puisqu'ils considèrent que c'est une même affaire. Et il renvoie ça au 26 décembre, si je me trompe pas, le procès. Et donc, le lundi après-midi a lieu une audience pour estimer si on pouvait être mis en liberté ou pas. Et malgré le fait qu'on ait des garanties, qu'on avait tous des situations, qu'on avait tous soit un taf, soit, enfin bref, des choses, une famille, etc. Le juge, ce jour-là, décide de nous envoyer en prison En préventive préventif. jusqu'au procès du 26 décembre. Donc là, Donc, c'était tu es un resté combien de temps en préventif? 12 jours, je crois, tu m'avais dit? ouais, c'est ça, 12 jours, ouais. Ouais. Et en fait, on a pu sortir avant le procès parce que dans la cour de balade, enfin de balade, dans la Ouais, cour où on pouvait faire une sortie chaque jour, en discutant avec d'autres détenus, on a appris qu'on pouvait faire une demande de mise en liberté, ce qu'on a fait juste dans les limites du temps imparti, et ce qui nous a permis de sortir avant le procès, et ce qui a une énorme importance parce qu'en fait, si au procès on était arrivé menotté hein, au procès, donc à ce procès-là du 26, on a été condamné à des peines de prison tous, et moi j'ai pris la plus lourde, j'ai pris 18 mois dont 12 fermes, et donc si j'avais pas comparu libre, et ben en fait j'aurais été en prison jusqu'à l'appel, donc ça veut dire jusqu'à il y a quelques faut, mois. ouais. Enfin bref, du coup c'est vrai que je me souviens de mon avocat qui me dit c'est une victoire, c'est une vraie victoire, et moi je me disais bon une victoire. Voilà, on a juste demandé une sortie avant le procès, on va être jugé, bon, et en fait, on se rend compte que c'est, voilà, Ouais, en tout c'était cas, long. en tout cas, ça fait partie des choses à savoir, et c'est une des choses sur lesquelles moi j'essaye aussi d'amener ma pierre à l'édifice, c'est de donner des billes pour les personnes qui pourront ou qui ont affaire à la police, à la justice pendant une garde à vue, nos droits pendant une garde à vue, nos droits pendant une comparution immédiate, nos droits en prison. Enfin bref, il y a plein de choses, je pense. La demande de mise en liberté, enfin, des choses, ouais. Et Ouais, ça, par t'avais pas, exemple. t'as pas vu d'avocat Ben en fait, euh, pendant cette préventive, pendant cette garde à vue, qui a pu te conseiller tout ça? alors en fait, donc je me retrouve en garde à vue. Et là, moi, j'ai un nom d'avocat en tête que je donne, mais il n'était pas dispo. Donc, j'ai un avocat commis d'office. Et ensuite, tout va très vite. Cet avocat, je me retrouve le lundi après-midi, donc emmené à la prison de Valence. Et après, j'ai aucun contact, en fait. J'ai aucun contact avec qui que ce soit, en tout cas par téléphone. C'est que par courrier. Et d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de courriers. Et ça, c'est aussi Mmh. important. Ah, il y a un truc de réseau. Ah, Ça a coupé. Non, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est t'as bon. eu du soutien de Voilà, l'extérieur. du soutien, mais aucun contact en fait avec des avocats. Et du coup, bah, je me retrouvais sans savoir. Et en fait, c'est des copains à l'extérieur qui sont mis, enfin, qui ont fait plein de choses, dont rechercher un avocat, Raphaël Kemp. Du coup, ils ont trouvé cet avocat-là. Et moi, je l'ai su que le jour même, jusqu'au jour du procès, enfin, de l'audience de remise en liberté. Je savais pas qui j'allais avoir, je savais pas. Et Mmh. heureusement qu'il y a tout un collectif qui s'est monté à l'extérieur pour notamment s'occuper de tout ça, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est assez fou quoi de se retrouver en détention préventive et puis Mais de toute façon, toi, t'avais pas de casier, t'es primo délinquant, tout ça, c'était quelque chose que tu connaissais pas du tout. Le garde à vue, le préventif, tout ça. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Après, c'est vrai que moi, je suis militant depuis un certain nombre d'années et j'avais eu des infos quand même un petit peu. J'avais eu voilà, des choses que, par exemple, Les ne pas consignes. accepter, Ouais. bon, des consignes ou des conseils, en tout cas, par exemple, de dire que la comparution immédiate fallait
Ouais. globalement, il faut aller la refuser parce qu'on n'a pas le temps de préparer la défense, etc. Après, il y a des cas, ça se discute, hein. C'est comme en garde à vue, le droit de garder le silence. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on est choqué. Enfin, moi, je l'ai bien vu. On est choqué. On se fait interroger. Ils ont des tactiques pour nous faire parler avec quelqu'un, un OPJ qui est gentil, qui, c'est avec lui qu'on a le droit de fumer une clope. Enfin, bref, il y a tout un tas de stratégies qu'ils mettent en place pour faire parler. Et en fait, en parlant dans ces conditions-là, de fatigue, de pas se laver, de machin, eh ben, on peut être amené à dire des choses, à mettre en danger des personnes aussi autour. Enfin, bref. Donc, du coup, ça, c'est aussi une des choses. Et personnellement, parce que j'ai estimé que ma version des faits, elle allait pouvoir me faire sortir rapidement, et ben j'ai parlé. Et en fait, après coup, bon, ça n'a pas eu tant de conséquences que ça, mais globalement, le conseil, c'est plutôt en garde à vue de plutôt garder le silence, et on a le droit, on doit donner son identité, mais à part ça, on peut garder le silence et réserver ses paroles pour le procès, avec le juge, avec son avocat, etc., quoi. D'accord. Et là, t'en es où? Alors, il y a eu un appel, tu as eu les libérés le 2 juillet, et je crois, tu m'as dit, t'as 12 mois de prison, 8 mois ferme, et 3 ans Alors, d'interdiction de manifester. Alors, ça, c'est le truc qui te choque le plus, je crois. ouais, alors c'est passé, donc en premier procès, moi j'avais été condamné à 18 mois dans 12 fermes, et c'est Mhm. passé après l'appel à 18 mois dans 8 fermes. Et effectivement, Ok. c'est 3 ans d'interdiction de manifester qui ont été circonscrits à 2 régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France, Ouais. puisqu'au départ, ils n'avaient pas mis de localisation, Localisation, ouais. et que ça, c'était même illégal de faire ça. Et donc, voilà. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à cette peine, effectivement, moi, bien sûr, la prison ferme, tout ça, peut-être on en reparlera, mais c'est aussi, bien sûr, euh, une condamnation qui est disproportionnée à mon Bah sens. oui. Mais c'est vrai que ce qui me choque énormément, c'est ça, c'est cette peine d'interdiction de manifester, puisqu'on se rend compte qu'on est passé en quelques années, suite à la mort de Rémi Fraisse, hein, puisque après la mort de Rémi Fraisse, il y Mhm. avait eu une commission qui s'était réunie pour réfléchir à comment faire pour que ça n'arrive plus. Et cette commission avait décidé de mettre en place des assignations à résidence pendant des manifestations. Donc c'était localisé sur une manif. Des personnes pouvaient être obligées de rester chez elles. Ça a commencé comme ça. Ouais. Et après, petit à petit, notamment sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec le combat qu'il y avait là-bas, etc., il y a des gens qui ont été assignés à résidence, mais cette fois-ci sur 1 mois, sur 6 mois, Mhm. euh, sur la Nantes et sa région. Et puis là, on arrive suite à une lettre de la ministre de la Justice au début du mouvement des Gilets jaunes envoyée au Ah ouais. procureur, Ah, mais qui, c'était la qui circulaire, noir ouais, sur du blanc, 22. Ouais. c'est ça, qui Ouais. noir sur blanc demandait au procureur non seulement de faire des comparutions immédiates, d'avoir des peines fortes, puis d'autres choses, voilà. Elle demandait aussi des peines complémentaires allant jusqu'à 3 ans d'interdiction de manifester. Et donc, Mhm. on s'est retrouvé avec un procureur à mon procès, à notre premier procès, qui a demandé 3 ans d'interdiction de manifester, et un juge qui a repris. Donc, on a vraiment une lignée qui se met en place entre le pouvoir politique qui, euh, qui envoie des instructions au procureur, et ensuite c'est repris par les juges. Donc on a vraiment pour moi une collusion entre le politique et le judiciaire qui là se matérialise, et qui au final fait qu'il y a des gens. Alors on est en train, moi ça fait partie des choses que j'ai envie vraiment de m'atteler, c'est qu'on puisse parler de tout ça, parce que je trouve que c'est important de le savoir, qu'on puisse comptabiliser le nombre de personnes qui sont actuellement qui font face à des interdictions de manifester. Et apparemment les premiers retours, c'est que c'est massif, il y a vraiment énormément de personnes à qui ça arrive, et de recenser tout ça, et puis après de voir comment on va pouvoir, de manière avec des organes, notamment le défenseur des droits, par exemple, mettre ça en avant, et puis essayer d'attaquer ça sur le plan démocratique, parce que c'est clairement une atteinte à la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer, et me concernant aussi, puisque bien sûr, je suis en tant que citoyen, je milite, je fais des choses, mais je suis aussi reporter pour différents médias, en automédias, et j'ai fait des travaux notamment sur les violences policières, sur essayer Mhm. voilà, de mettre en avant ça. Et pour moi, c'est clairement une atteinte à tout ça, et qui est ciblée. Enfin, et donc la volonté là-dessus voilà, de faire un travail là-dessus. Bah, en fait, là, ce que tu chercherais à faire, c'est finalement faire une attaque collective des, pour prouver à quel point c'est antidémocratique. On ne peut pas imposer 3 ans à des personnes de ne pas manifester. C'est complètement constitutionnellement, ça marche pas. Mais C'est complètement, c'est-à-dire qu'on est passé comme je l'ai dit, de une journée sur une ville à 3 ans sur 2 départements énormes de France. Mais on va arriver à quoi? On va arriver à des interdictions à vie peut-être dans 5 ans. Enfin, je veux dire, mmh, là, il y a une escalade dans ces sanctions.
qui pour moi est problématique et qui est plus que ça, qui est antidémocratique, effectivement. Enfin, après, on peut se poser la question, est-ce qu'on est encore dans une démocratie? Ouais, ça commence Voilà. à devenir. Mais en tout cas, on passe des paliers et il est important que un maximum de gens le sachent et sans que ça fasse peur, hein, parce que c'est vraiment un but aussi en s'attaquant à des personnes de faire peur par les peines de prison, de faire taire, de faire peur. Il faut pas en avoir peur. Je pense que si collectivement on s'empare de tout ça, si on se prépare, si on se forme, si on est fort ensemble. Enfin voilà. En tout cas, j'ai pas envie d'amener de la peur chez des personnes. Je pense vraiment qu'il y a vraiment aussi des organisations, des qui recours, mettent en place des recours, des choses qui peuvent permettre de casser tout ça. En tout cas, moi, je vais essayer d'amener ma pierre à tout ça avec mon avocat aussi, qui est en première ligne aussi pour s'attaquer à tout ça. Et voilà, essayer on s'attaque à une grosse machine, hein. C'est sûr que la machine judiciaire, là, c'est une grosse machine. Elle est assez infernale, mais il y a quand même il peut y avoir des brèches, hein. Il y a des choses qui tombent, on l'a vu. Enfin voilà, il y a quand même des choses je sais pas. Bon, je donne juste un exemple là, une nouvelle récente qui a fait du bien, c'est à Roibon, sur la Z de Roibon, qui est un projet de Center Park pas loin d'ici, à la limite de Rome-Isère, où grâce à l'occupation, grâce à ce qui a été fait au niveau juridique par des associations, enfin grâce à tout un tas de personnes qui à leur niveau ont mis leur énergie et ont essayé que ça se fasse pas. Pierre et Vacances a annulé il y a quelques jours son projet et a dit stop, nous on arrête, c'est bon, il y a trop de bâtons dans les roues. Mais c'est le collectif, le nombre, ça fonctionne, hein, ça. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. C'est sûr que la répression individuelle telle que vous l'avez vécue ce jour-là, c'est des techniques qui ont pu fonctionner depuis 16 mois. Mais je pense qu'il faut qu'on retire la leçon justement du groupe et du nombre. Et dès qu'on se désolidarise, on l'a tous vécu en manifestation, c'est là que les arrestations arrivent le plus. C'est systématique. Donc effectivement, plus vous serez nombreux, plus le collectif sera nombreux, plus vous pourrez obtenir, en tout cas, pas un mea culpa, parce que je pense qu'ils sont incapables de le faire, mais en tout cas de faire cesser ces interdictions de manifester. C'est même pas un week-end, ça s'étale sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça peut pas durer, ça c'est sûr que ça tient pas. T'es figé, Stéphane. On a vu, t'as un problème de connexion. T'es tout figé. Est-ce que ça va mieux? En revanche, je t'entends très très bien, donc à la limite. Attends, je vais fermer parce que j'ai ouvert une fenêtre. Ah, t'as peut-être trop sollicité ta connexion. T'es tout figé. Ouais, c'est juste que. Ouais, juste 30 secondes, j'arrive. À mon avis, il y a quelque chose qui te. Ouais, complètement. Ouais. Hop, c'est bon, ça devrait revenir bien. Je pense. J'ai essayé de partager du coup sur Facebook. Ah ouais, ça a dû le solliciter. Ouais. Là, ça devrait aller mieux. Moi, t'es toujours figé, mais bon, je fais avec. C'est pas évident. Mais bon, si c'est mieux pour. Là, j'ai fermé ma fenêtre. Ouais. Écoute. Est-ce que je relance ma page? Comme tu sens. Je fais au mieux, parce que c'est un peu dommage. Du coup, il va revenir. Parce qu'il s'est déconnecté, il va revenir. Stéphane Trouille, c'est un journaliste indépendant, un liver aussi de manif. Et c'était pour que vous le sachiez. Un peu comme nous on fait dans les médias indépendants. Nickel, te revoilà. Ok. Donc voilà. Donc toi, en fait, là, ceux qui voudraient se manifester auprès de toi, parce qu'ils sont interdits de manif, par exemple, j'en connais, on en connaît tous malheureusement, c'est extrêmement banal. Comment ils contactent qui, quoi, qu'est-ce qu'on fait, comment ils se manifestent, si vous voulez faire une liste un lien. Ouais. C'est une bonne question. Je t'avoue que j'ai pas forcément la réponse. Alors j'ai un mail, je vais y réfléchir là. Je donnerai un contact à la fin. Et comme je donnerai aussi, ça peut être intéressant aussi. On a parmi les moyens d'agir, parce que c'est aussi beaucoup de choses qui reviennent. Mais comment on peut faire, Stéphane? Comment on peut il y a aussi financièrement aussi un moyen d'agir, parce que c'est vrai que quand on a affaire à la police, à la justice, il y a des frais, alors que ce soit les peines, dans les peines, les frais d'avocat, enfin bref, ça engendre un tas de frais, et donc il y a des cagnottes qui sont mises en ligne. Alors nous,
ça aussi, ça a été ce qui a été beau dans notre histoire, c'est qu'il y a eu vraiment de la solidarité énorme. Il y a eu un festival qui s'est monté de soutien dans le village dans lequel j'habite à Saillant, où il y a eu énormément de monde, des sous qui ont été récoltés pour les personnes qui font face à la police, à la justice, etc. Mais là, il y a une cagnotte aussi qui s'est remise en place parce qu'on s'est rendu compte aussi que sur un an de mouvement dans la Drôme, par exemple, je crois qu'il y a plus de 10 000 euros qui ont été distribués à droite à gauche à des gens qui en avaient besoin. Et donc, il y a aussi une caisse qui s'est remise en place. Voilà, donc ça fait partie des choses. Concrètement, on peut aider n'importe où à ça, à financièrement pouvoir aider. Et Bah, tu effectivement, nous donneras tes liens, complètement. qu'on puisse les mettre après le live, si les gens veulent parce qu'il y en a qui ont honte aussi, qui osent rien demander, et on sait ce que c'est que de cantiner, enfin, dire, le judiciaire, c'est énormément d'argent. Et c'est vrai qu'il y a les collectifs font un boulot extraordinaire. Donc il faut pas hésiter à les solliciter, mais c'est pas toujours une démarche facile. Donc si tu as des liens, ouais, ce serait bien de les donner. Ouais, complètement. Vas-y. Et d'ailleurs, en parlant exactement, nous, ce qui s'est passé dans les 4 qui avons été condamnés sur cette histoire, enfin on est 5 au final, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail. Les 4 premiers, je me suis bien rendu compte qu'il y avait notamment une personne, Dylan, qui est jeune toujours. Ça lui a mis une claque. Et lui, il a été cassé dans son élan de militant. C'était la première fois qu'il militait par rapport aux Gilets jaunes. Il s'est mis dedans avec son père. Et lui, mais clairement, ça lui a mis une claque. En plus, il s'est pris, du coup, il bosse avec les mairies. Donc, du coup, avec sa peine, il peut plus bosser parce qu'il a un casier. Enfin, bref. Donc, effectivement, c'est là aussi que c'est difficile, mais que ça crée aussi des liens. C'est-à-dire que, là, encore une fois, il y a eu une équipe qui s'est montée pour tout ça, une équipe légale dans la vallée. Et il y a eu des liens qui sont créés entre cette équipe légale qui est plutôt avec des gens un peu militants et des gens qui n'étaient pas trop et des gens qui ont bénéficié de l'aide mais qui ont mis en place une vente de gâteaux par-ci, qui ont mis en place, qui sont venus aider sur une soirée où il y avait des choses. Et ça crée des liens aussi entre ces personnes qui, d'emblée, n'étaient pas forcément des personnes proches sur les luttes, mais qui se retrouvent là sur cette solidarité et qui, du coup, voilà, il y a des liens qui se créent, quoi. Et voilà, il y a des ponts. Et ça fait partie des choses, moi, qui m'ont touché dans le mouvement des Gilets jaunes par rapport à d'autres luttes, Nuit debout ou d'autres luttes qui étaient plus entre soi, entre guillemets. Et là, il y a eu quand même du mélange et ça, on en a besoin aussi. On a besoin de se voir, on a besoin de se parler, on a besoin de quelquefois de rentrer en conflit. Mais pour moi, c'est une des stratégies de l'État, c'est clairement de nous éloigner les uns les autres, qu'on soit chez soi avec nos télés, bien tranquille, parqués, avec notre masque bientôt chez soi, peut-être. Enfin bref, et du coup, avoir des ponts sur des lieux extérieurs, là c'était sur les ronds-points, mais voilà, c'est hyper important en fait de créer ce lien, de créer ces discussions, etc., pour qu'on se rende compte, qu'on n'est pas seul à ne plus se sentir dans cette société, et deux, s'organiser, enfin bref. Et ça fait De partie toute aussi façon, qu'il y ait une telle répression, comme tu disais très justement, là tu as évoqué le jeune Dylan, pour qu'il y ait une telle répression, c'est pour casser du militant tout de suite. Donc arrêtez-vous, ne le faites pas. Et d'ailleurs, dans les Gilets jaunes, c'est un mouvement, comme tu dis, où il y a énormément de primo-militants. Des gens qui n'avaient jamais milité, qui n'avaient jamais manifesté. Donc quand on est en face d'une telle répression et des peines aussi lourdes, évidemment, ça les fracture dans leur élan, ça les terrifie. Et comme de l'autre côté, on nous demande de biberonner chez nous avec un masque et Netflix, il faut surtout pas qu'on pense, faut pas qu'on se solidarise. Mais c'est un mouvement qui est tellement intergénérationnel qu'il se crée quand même des échanges merveilleux. On a tous, depuis le mouvement des Gilets jaunes, dans nos vies, des nouveaux arrivants qui sont devenus des êtres chers. Forcément. C'est ça qui est beau dans ce mouvement. Oui, non, bien sûr, même s'il est moins visible. Et je peux en témoigner aussi des liens qui sont créés, des choses un peu plus souterraines, des choses qui s'organisent. Voilà, et nous aussi, tiens, j'en profite faire un petit coup de pub. On organise pour la deuxième année un petit événement. On a politico-festif qui va s'appeler On fait quoi maintenant. L'année dernière, on l'avait fait sur le rond-point. Cette année, pour différentes raisons, ce sera dans un lieu privé, mais ouvert au public. Et voilà, avec l'idée de mélanger la solidarité, de mélanger il va y avoir par exemple le pape 40, je sais pas si vous connaissez le pape 40 et l'église de la très sainte consommation. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. C'est leur devise, c'est travail, obéis, consomme. Et voilà, ils font non seulement un spectacle, mais aussi des choses en vidéo sur un peu autour de tout ça, en tournant à la dérision un peu. Ils font une messe à l'ode du capital, quoi. Et bref, ils seront là. On aura une projection d'un film sur la bataille de la Plaine à Marseille
Voilà, on aura aussi des intervenants, des ateliers aussi d'autodéfense numérique par exemple. Enfin bref, et du coup cet événement-là aussi, c'est organisé aussi par plutôt des gens qui se sont rencontrés dans le mouvement des Gilets jaunes et qui continuent à œuvrer ensemble et à prendre plaisir à ça. Et ça, c'est super chouette quoi, de continuer Alors, ça à... s'appelle On fait quoi maintenant? Et on fait quoi maintenant? Ouais, ça sera le 20, samedi 20, alors c'est 21 ou 22 août, j'ai un petit doute, je crois que c'est le 22. Samedi 22 août, du côté de la vallée de la Drôme, à Aurel. Voilà, sur une D'accord. journée. Mais ça, on fera passer les infos. Ça va être. Bah Et ouais, on va parler on aussi, relaiera. et on va parler aussi des médias indépendants, Mm. puisque dans la vallée, il y a un média indépendant avec une actualité. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais bon, là aussi, l'État, la justice s'attaque aux médias indépendants, puisque ce média indépendant est actuellement, il y a une procédure contre ce média indépendant pour la publication d'un article qui, pour la justice, appelle à la violence. Enfin bref, il y a eu des perquisitions, etc. euh, sur ce Mhm. média. Et voilà, donc là aussi, c'est l'idée d'en parler. Euh, aussi c'est un média participatif, donc il y a un maximum de gens qui aussi s'emparent de cet outil, qui commence à bien marcher, hein, puisqu'il est monté à 2000 visites par jour, entre 2 et 3000 visites par jour pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc ça a été un site qui a eu son utilité. Enfin bref, ça fait partie des outils en tout cas. On a parlé des cantines, on a parlé de la Legal Team, Mm. on a parlé, enfin voilà, tous ces outils en fait qui se sont mis en place parce que un mécontentement de la manière dont les médias traitaient ces mouvements sociaux et relater ces mouvements. Et du coup, bah, il y a des gens qui ont créé ce média. Enfin, c'est chouette. Voilà, c'est des conséquences concrètes de ces luttes sociales. Des Et alternatives, de trouver des solutions par nous-mêmes, parce que forcément, force est de constater que je pense que personne n'avait autant pris le pouls de la répression. Enfin, moi, en tout cas, je me rendais pas bien compte à quel point les médias ne rapportaient pas la réalité, à quel point la justice était politisée. Enfin, c'est un mouvement qui a mis en lumière aussi des failles qui se fissurent, hein, d'ailleurs, parce que là, on sent bien que la police commence à parler. Je sais pas si t'as vu, ça commence à se fissurer là, est-ce que ça tient plus très debout tout ça. Donc c'est vrai que les citoyens entre eux, ils peuvent aussi continuer à eux créer des choses qui sont bonnes pour eux, des alternatives. Il y a plein de choses qui existent. Et ça, c'est sûr que sur le terrain, on le sent. En revanche, qu'est-ce que tu penses des manifs, toi, du coup, qui y va plus et du fait que là, il y a un essoufflement? Tu penses que c'est estival, saisonnier? Tu penses que la rentrée? Tu penses que c'est la fin d'un modèle d'expression? C'est quoi ton opinion, toi, là-dessus? bah, en tout cas, c'est sûr que nous, on l'a encore vu, il y a eu un événement proposé là, de convergence sur Valence il n'y a pas si longtemps, le 11 juillet, qui a été interdit. Donc concrètement, c'est sûr qu'ils ont des outils qui dissuadent des personnes d'y aller, même s'il y a eu quand même un peu de monde. Mais quand le préfet, 2 jours avant le rassemblement, déclare que toute personne qui sera pourra être verbalisée, Mmh. alors je sais plus combien il a dit comme chiffre, je sais plus si c'était 135 ou 1500, enfin bref, bah, c'est sûr que ça aide pas. Et là, leur stratégie, c'est effectivement de casser tout ça. Mais mais il y a des choses qui se font, comme je disais, il y a des choses qui sont différentes. L'événement qu'on va organiser au mois d'août en est un exemple, mais il y a plein de choses en fait qui se mettent en place. Il y a, comme tu l'as dit, l'été aussi qui n'a jamais été un temps dans Ouais. les luttes en France, et qui n'a jamais été un temps Non. forcément propice. Même si je pense que alors cette année on verra à la fin, mais en tout cas par exemple l'été dernier, il y avait jamais eu autant de choses qui sont passées sur un été. Enfin, je veux dire, Mmh. ça continue. Après, je pense que par exemple, l'exemple du 14 juillet à Paris, ces ballons qui sont envolés, enfin, je pense qu'il y a vraiment des réflexions, une adaptation qui existe, qui se construit, voilà, pour montrer qu'il y a du monde. Après, c'est sûr qu'il y a aussi ce confinement, je pense, qui a été cette stratégie du choc, Mmh. bah, mine de rien, moi, je m'en rends compte aussi dans le village où j'habite, a des conséquences concrètes aussi sur la manière dont les gens perçoivent un peu cette société, de la manière dont ils ont été assommés, dont ils sont encore La dedans, puisque là, maltraitance des soignants aussi, ça les a un peu éveillés. Ils se sont rendus compte à quel point les soignants étaient maltraités par l'État et ça a été très compliqué. Des gens que ça a beaucoup choqué. complètement. Oui, oui. Et en même temps, effectivement, en parallèle, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont une évolution dans la réflexion, qui ont pu ou Mm. voilà, qui ont une ouverture. Et je pense qu'il y a pas mal de gens comme ça.
c'est un peu difficile de faire des paris sur l'avenir. En tout cas, moi, je sens quand même des choses qui sont là, quoi, dans des paroles, des personnes qui s'expriment. On sent qu'il y a des caps qui sont quand même passés, j'ai l'impression. Après, le tout, ça va être de rassembler tout ça et de faire qu'il y ait du nombre, qu'il y ait une convergence qui existe déjà. On l'a vu encore avec la manifestation à Paris la semaine dernière avec le collectif Adama et Génération et Alternativa. Il y a quand même des choses qui sont, il y a quelques années, il y a 2 ans, ça aurait été fou quoi, de dire Alternativa et collectif Adama qui manifestent ensemble, qui organisent. Enfin voilà, c'est quand même des choses fortes pour moi qui se mettent en place. Nous aussi, on le voit concrètement, localement. Pour la première fois, il y a une assemblée qui rassemble de la CGT aux Gilets jaunes, en passant par Youth for Climate, Extinction Rebellion, etc. Des gens qui se rassemblaient pas en assemblée. Ça a commencé, il y a eu quelques groupes, et il n'y avait pas la CGT, il n'y avait pas les organes. Et là, il y a des réunions qui ont lieu là actuellement. Parce que c'est en train de toucher aux gamelles de tout le monde. C'est aussi bête que ça aussi. Hein. C'est pas que de la poésie humaniste. Moi, je pense vraiment que les gens, tant qu'ils n'étaient pas touchés dans leur quotidien à eux, ce que vivaient ceux des autres, ils s'en foutaient. Mais parmi les Gigi, il y avait des syndiqués, il y avait des cadres, il y avait des employés, il y avait des gens du RSA, il y avait dont je fais partie, il y a des gens de tous bords, mais il y avait effectivement, je parle pas des soignants qui eux sont dans la rue depuis 10 ans, ça tout seul, mais les routiers, moi je me souviens au début, ils sont venus avec les gilets jaunes, ils ont signé un accord syndical et on les a plus jamais revus. Il y a encore des gens à vendre, il y a encore des gens, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on est passé de manifester à résister. Tellement en face, on a une répression tellement énorme qu'aujourd'hui, on a l'impression que de militer, c'est faire de la résistance à la répression d'État, enfin, alors qu'on est dans un État où on a le droit le samedi d'aller se balader avec une pancarte. Il y a des gens, pendant le confinement, simplement pour les banderoles qu'ils avaient mis sur leur balcon, ont eu des peines. En termes d'expression, c'est très compliqué. Donc, je voulais savoir où est-ce que tu pensais, toi, de ce mouvement. Tu penses qu'il il s'infuse différemment dans les esprits et dans la forme qu'il est en train de prendre? Oui, j'ai l'impression. Et les banderoles, ça me touche particulièrement, puisque nous, dans notre région, c'est arrivé. Alors, il n'y a pas eu de peine, mais il y a eu des pressions énormes, des gens qui étaient convoqués, etc. Voilà. Mais je pense que tout ça, ça fait partie des choses qui choquent aussi plein de monde. C'est tellement gros. Enfin, en fait, ces mouvements sociaux, je vais dire parce que pour moi c'est une continuité, on va dire Nuit debout, ensuite il y a le mouvement contre la réforme ferroviaire, la SNCF, il y a eu ce mouvement, c'est une continuité, le mouvement des ZAD aussi qui a apporté aussi des choses. Il pousse le gouvernement en fait comment dire, à avoir des mesures toujours plus liberticides qui deviennent folles. Enfin, je veux dire, on arrive à encore être surpris, mais par des mesures mais quand même, mine de rien, il y a des gens qui, face à ça, ça monte, ils commencent à se rendre compte. Enfin, moi, je me rends compte qu'il y a des gens, là, ils commencent à être choqués par des choses. Enfin, et en fait, c'est là que les mouvements poussent ces gouvernements aussi dans leur retranchement, dans le fait de prendre des décisions rapides, dans le fait de la répression, dans le fait de montrer, enfin, je veux dire, les Geneviève Logier à Nice, enfin, il y a des exemples, mais à foison sur la folie de ce gouvernement et de son autoritarisme et de la voie qu'il est en train de prendre. Les gens nommés là au gouvernement, les derniers, enfin, je veux dire, on arrive à des choses tranquille, quoi. Le gars, il est soupçonné de viol et il peut tranquille être ministre de l'Intérieur. Enfin, on arrive. Donc, oui, non, mais il y a 400 métiers dans lesquels tu parlais de Dylan avec la mairie. Il y a 400 métiers dans lesquels tu ne peux pas exercer si tu as un casier, mais député, tu peux. Ministre, tu peux. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas besoin d'être gilet jaune de la première heure pour être choqué. À un moment donné, il faut quand même que les fils se touchent parce que c'est. On va dire que nous, on est habitués maintenant, même si on est toujours choqués. Mais effectivement, il y a peut-être un éveil nécessaire pour qu'il y ait de plus en plus de monde en dehors du gilet. On le voit, hein, les gens le portent moins de toute façon, parce que c'est, comme je dis souvent, c'est le contraire du camouflage. Il y a des gens qui craignent aujourd'hui de l'afficher. Mais pour revenir à ce que tu disais là, cette espèce de Attends, juste peine. Avant, vas-y. Juste avant, pour rester ce que tu disais, moi j'ai aussi le sentiment qu'il y a un vrai enjeu dans nos luttes. C'est aussi l'acceptation de toutes les formes de lutte. C'est-à-dire qu'on soit pas dans les luttes. Hein, il y a plein de choses. Là, on va dire, ça va de la pétition à s'attaquer à une banque. Enfin, c'est simplifié ce que je dis. À la vitrine, aux vitrines. Voilà. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu oui, à la vitrine, à pas croire que c'est sa forme de lutte qui est la meilleure. Et moi, j'entends souvent
mais non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, mais non, mais c'est comme ça. Et Mmh. moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il faut qu'on s'accepte dans nos manières de lutter, dans la manière de se retrouver dans la lutte, parce qu'il y a aussi de ça, il y a aussi, il y a des personnes qui se sentent plus d'aller aux manifs parce qu'ils en ont marre de Mmh. marcher à Valence avec la CGT qui à la fin dit allez, on range les drapeaux, Je machin et tout. remballe. Qui a Mmh. envie d'autre chose, qui a envie aussi de passer à de la désobéissance civile, qui a envie de. Et inversement, des gens qui vont en manif, mais c'est important aussi pour montrer qu'il y a des gens qui sont opposés, qu'il y a des gens qui vont tracter, qui font de la sensibilisation, etc. Mais c'est vraiment l'enjeu d'accepter nos formes de lutte et au minimum de ne pas se taper dessus et de pas dénoncer encore pire des gens qui pourraient faire des choses que parce que moi dans mon éthique ça ne me convient pas. Bon bien sûr il y a des limites là-dedans, bien sûr on peut comprendre qu'il y a des personnes qui mettent une limite, par exemple s'attaquer à une personne, pour eux c'est pas possible quoi. Et bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ça aussi à essayer dans nos luttes de s'accepter et de se dire qu'on a un objectif quand même qui est assez commun. J'ai l'impression d'aller vers d'autres mondes, des mondes différents de ce qu'on a actuellement, des mondes plus justes et écologiquement, socialement, etc. Et qu'après, j'ai l'impression que c'est aussi la variété des luttes. Et je parlais de Roibon tout à l'heure. Et Roibon en est un exemple, comme Notre-Dame-des-Landes a été un exemple, même si c'est pas une victoire à 100%, mais bon, c'est un autre débat. C'est qu'il y a des gens qui ont fait des pétitions, il y a des gens qui juridiquement ont planché, ont montré des failles. Il y a des gens qui ont occupé pendant 8 ans la forêt et qui ont été là, enfin voilà, et toute cette pluralité des gens, des artistes qui sont venus faire des concerts pour en Mmh. soutien, etc. Et c'est tout ça en fait, c'est tout ça qui fait qu'au final, collectivement, il y a cette victoire. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de parler de ces victoires. Parce que dans l'inconscient, dans l'imaginaire collectif, il faut et c'est une des stratégies de l'État, de balayer ces victoires Ah collectives, ouais. la commune, etc., toutes ces choses-là, de parler du Chiapas, de parler du Rojava, de toutes ces expériences qui ont leurs limites, mais qui amènent des choses nouvelles, qui amènent une autre manière et qui sont des réussites, qui Mmh. font, qui bousculent le système établi et qui amènent d'autres choses et qui sont existantes à l'heure actuelle et font qu'on s'en rende compte. Et il y a des victoires, nous, la 45, la Lyon-Saint-Etienne, bam, c'est plié. Ils ont réussi à Mmh. ce qu'elle ne se fasse pas. Et, et voilà, donc voilà, c'était juste pour Ton dire coup ça de gueule. sur ça. Non, mais tout le monde compte. Tout le monde compte dans une lutte, mais tous les savoir-faire comptent. Il y a des gens qui sont plus à l'aise à montrer leur visage que d'autres. Il y en a qui veulent pas. Il y en a qui écrivent. Il y en a qui, comme tu dis, il y a des artistes, il y a des cuisiniers, on a besoin de tous les savoir-faire dans une lutte et tout le monde compte. C'est pas besoin. Enfin, je suis d'accord avec toi. Vraiment, vraiment tout. Il y a des travailleurs de l'ombre de partout, des legal teams partout. Il y a des geeks, il y a c'est une société. C'est pas encore un modèle, mais en tout cas, c'est un contre-pouvoir, ça c'est certain. Et tout le monde compte. Ça, on laisse personne. Alors, toi, comment tu vas faire avec les questions que tu as un petit bracelet électronique? Alors petit, j'ai pas encore reçu le catalogue des bracelets. Je sais pas s'il sera à poids rouge ou à poids jaune. Un Non. small? Trêve à part, blague à part, oui, oui, du coup, la juge a mentionné ce bracelet. Alors après, c'est le juge d'application des peines. Je vais avoir un rendez-vous d'ici 4 mois pour effectivement fixer un peu plus précisément les conditions du bracelet. Donc le bracelet, en gros, c'est la prison à la maison, hein, c'est comme ça, hein, c'est pour désengorger les prisons et pour voilà, donc prison à la maison où on est consigné une partie du temps et on peut sortir à certaines heures et reste à définir ces heures. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut aller vous pouvez sortir 2 heures par jour et vous devez aller pointer au commissariat. Donc, je dirais que c'est quelque part le pire. Vous devez être chez vous de 18 heures du soir à 8 heures du mat et vous pouvez aller bosser, vous pouvez aller conduire votre enfant à l'école, vous pouvez ci, vous pouvez ça, machin. Donc ça, Ouais, mais c'est toi, t'es intermittent du spectacle. Donc, comment tu travailles avec un bracelet? exactement. C'est ça. Moi, c'est la grosse problématique, c'est que moi, mon travail, il se fait pas de manière. J'ai pas des horaires de bureau. Moi, je fais de la diffusion pour des groupes de musique. Je fais partie de groupes de musique. Je fais des ateliers vidéo. Je fais des reportages vidéo. Et tu vas Euh, continuer médiatiquement? Ça t'a pas arrêté cette histoire ah à bah faire non, du bien au contraire. reportage? Ah non, alors concrètement, parce que la peine d'interdiction de manifester, hein, concrètement, elle va me limiter parce que le problème aussi de cette peine, c'est que ça reste assez flou. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une manifestation? Mm. À partir de quand c'est une manifestation? Et voilà. Et donc, par exemple, moi, des choses concrètes. Hein, il y a 3 semaines, moi, je fais partie d'une chorale révolutionnaire et le 17 juin, là, il y avait des événements organisés contre la réintoxication du monde. Moi, je suis allé pour filmer
cette chorale dont je fais partie aussi. Enfin bref, on est allé à différents endroits sur la vallée. Ben, je ne peux plus le faire au jour d'aujourd'hui. Je ne peux plus aller faire cet événement. Je ne peux plus aller à un rassemblement devant la poste de Saillant qui va fermer pour à la fois m'exprimer ou relater ça en vidéo. C'est pas que les grosses manifs en fait, c'est hyper flou. Ça veut dire que aller sur un rond-point, sur un rassemblement, même si c'est pas une manif, un rassemblement, à partir du moment où c'est sur la voie publique, ça devient très compliqué pour moi. Voilà. Ouais, c'est pas clair. Donc, ouais, complètement. Et il y a un gros risque. Et donc, le risque, il est quand même pas rien, puisque après, je risque en prison. J'ai le sursis. Donc, puisque je me suis pris, 10 mois de sursis. Donc, pendant 5 ans, s'il m'arrive un délit, je me prends le sursis en ferme. Voilà. Donc, ça, il y a l'épée de Damoclès qui est là. Et donc, potentiellement, pour m'être rendu à un événement sur la voie publique, je peux risquer, c'est complètement fou. Mais par contre, bien sûr qu'il y a des choses à faire. Bien sûr que je peux toujours, je vais continuer. Et moi, ça m'a plutôt boosté dans mon engagement et mon envie de relater, de faire le pas de côté, de montrer d'autres points de vue que ce qu'on peut avoir sur ce que vous faites aussi chez vous, dans votre média, etc. Et c'est hyper important, quoi, parce que voilà, d'amener d'autres sons de cloche sur l'ambiance générale et les enfin voilà, ce qu'on a parlé, la répression, les violences, mais aussi mettre en avant des initiatives, des belles initiatives, les initiatives positives, les bonnes nouvelles. Ouais. Bien sûr, les luttes qui marchent, etc. Moi, j'avais bien envie là de parler de droit bon et de faire quelque chose là-dessus. Excuse-moi, je suis un peu perdu sur le. On parlait de ton bracelet, de l'absurdité de ce que tu pouvais faire, ne pas faire, et que peut-être qu'avec la juge d'application des peines, il va falloir, je sais pas, va te mettre des punaises sur une carte de France, j'en sais rien, mais il va falloir que ce soit plus clair parce que c'est très compliqué, quoi. Ouais, on va voir jusqu'à quel point elle va répondre à mes obligations, en sachant que oui, on le sait bien, enfin on le sait bien. Bref, l'intermittence, c'est aussi des concerts qui peuvent se déclarer dans 3 semaines, qui peut à Marseille avec le groupe de musique dans lequel je fais partie, on bouge pas mal. Valentes Gracias, un groupe de musique afro-colombienne, on bouge pas mal, etc. Et du coup, jusqu'à quel point ils vont pouvoir autoriser des choses par rapport à ça, je ne le sais pas au jour d'aujourd'hui. J'ai plutôt tendance à être pessimiste, à me préparer au pire. Ouais. On va voir. Après, c'est pareil pour les activités associatives. Moi, je fais partie d'associations aussi dans la vidéo, aussi par rapport à l'accueil des migrants dans la vallée. On va voir jusqu'à quel point je vais pouvoir continuer à m'impliquer dans ces associations. Ouais, c'est un peu, pour l'instant, il y a une inconnue sur ça. Il y a différents sons de cloche. Jusqu'à quel point aussi, moi j'habite une maison de ville sans jardin, mais j'ai quand même une petite terrasse devant. Jusqu'à quel point je vais pouvoir, dans mes heures de contraintes, je vais pouvoir quand même aller sur cette petite terrasse devant chez moi. Enfin bref, et c'est des choses qui changent complètement la vie. C'est différent d'avoir un grand jardin, d'avoir une piscine comme le peuvent l'avoir. Alors ça, là-dessus, on en parlait avant, quand on se parlait en téléphone, même avant le live. Il faut arrêter les gens de penser que le bracelet électronique, c'est cool ou que c'est pas grave. Évidemment, c'est beaucoup moins contraignant que d'être derrière les barreaux en prison. Ça, c'est une alternative, mais c'est une peine. Hein. C'est un bracelet électronique, même physiquement, c'est assez gros. Je sais pas, moi j'en ai déjà vu, c'est pas petit, c'est vraiment chevillé. Le symbole est très fort. Et le téléphone sonne dès que vous faites 1 mètre de trop, enfin psychologiquement, etc. C'est très compliqué un bracelet électronique, et je tenais à marteler ça parce que souvent les réactions des gens c'est oh bah ça va. Non, ça va pas. Faut lancer des modes parce qu'on peut plus montrer ses chevilles parce que tout le monde vous regarde de travers, tout le monde devient soupçonneux. Enfin c'est à la fois c'est une peine oui qui est aménagée, mais c'est une peine. C'est pas. Ouais, complètement. Et je sais que moi, par exemple, on a une rivière dans le village, j'adore me baigner. Voilà, il faut aussi le supporter, ça, d'avoir toujours cet objet qui vous marque quelque part physiquement. Des témoignages aussi que j'ai pu avoir, ça, c'est pas rien, d'avoir un objet tout le temps accroché à soi, tout le temps quand on dort, quand on prend sa douche, etc. C'est comme tu l'as dit, ouais, c'est aussi dans le casier judiciaire, c'est pas marqué bracelet, c'est peine de prison ferme, donc il y a tout un tas de. Ouais, toi ton casier, ouais, en plus. De métiers qui sont. C'est aussi pour des familles quelque part une entre guillemets, enfin c'est un emprisonnement pour toute la famille parce que globalement la famille elle peut s'organise autour, ouais. Exactement.
Donc ça aussi, c'est une transformation. Et il y a des personnes qui préfèrent quand même être coupé de tout ça, pas avoir sa vie privée mêlée à cette histoire. Bon, voilà, c'est autre chose. Moi, je suis contre l'enfermement général, hein, donc je pense qu'on a vraiment un gros travail à faire là-dessus. Et bien sûr, dans cette société où il y a une violence qui existe, mais du fait pour moi de la violence étatique, de la violence du système capitaliste, etc. Et que sans ça, pour moi, dans une autre société, on n'aurait pas besoin de cette coercition, de ces Mhm. emprisonnements. Mais mais c'est sûr que c'est pas rien du tout. C'est une peine de prison ferme Ouais. aménagée, mais c'est une peine de prison ferme. C'est pas du sursis. Quand on parlait, ah Non. oui, tu as eu du sursis. Non, non, c'est pas du sursis. C'est une peine de prison ferme où je vais être contraint, je vais avoir des obligations, je vais être marqué dans ma Ouais. chair Ouais. de ça. Alors après, effectivement, ça peut être mieux. La prison, bien sûr, c'est aussi un endroit pas évident du tout, mais voilà. C'est en tout cas c'est particulier. Je vais le vivre. Je pourrais en parler un peu mieux quand je l'aurais vécu. Ah bah, de toute façon, moi, je vais pas te lâcher, hein. Dans, dans 4 mois, tu nous diras ce qui t'est arrivé. Non, mais c'est aussi important entre médias indépendants, entre voilà, on a plusieurs rôles. Moi, je suis militante, etc. J'ai mes propres batailles, mais c'est vrai que c'est important de se soutenir aussi entre liveurs, entre journalistes indés, entre reporters, parce que il y en a eu énormément de la répression sur les médias et sur les journalistes indés aussi, et c'est très important. Et c'est pas anodin pour toi, père de famille, intermittent du spectacle, un bracelet. C'est très compliqué. Donc, Mhm. en tout cas, je voulais que tu saches que tu as tout notre soutien. Et puis, il faut que tu nous tiennes au courant surtout. Parce que là, entre le confinement, le bracelet, enfin, toi qui n'aimes pas l'enfermement, là, c'est chaud. Ouais, 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 non, c'est sûr que ma vie va changer. Ça, Mm. je m'y prépare. Ma vie va changer à plein de niveaux. Bon, après, voilà, encore une fois, il y a énormément de soutien dans le village où j'habite notamment. Et ça fait ça. Voilà, c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis là à, à porter des choses et à continuer à vouloir les porter. Et c'est grâce à toutes ces personnes, à tous ces soutiens qui, quelque part, font ce que je suis aujourd'hui et font que j'ai encore envie et plus que jamais voilà, d'apporter ma pierre à tout ça et de continuer à me battre pour notre avenir, l'avenir de ma fille. Enfin voilà, et il y aurait tellement des mondes plus épanouissants possibles que voilà, j'espère. Ouais, il y Enfin, en a des j'espère. alternatives. Il y en Il y a en a, plein, c'est il y en a certain. plein, il y Il en y en a a plein, plein. il y en a plein. Oui, bien sûr, et ça va bouger. Enfin voilà, je pense que là, il y a quand même des choses qui se préparent pour la suite. Je pense que lutte après lutte, Oui, il y a oui. des gens qui s'agrègent. Il y a une prise de conscience aussi, par exemple sur les médias, de certains médias, de la manière dont Ouais, ils c'est traitent vrai. l'info et de prendre un peu plus de recul sur ça. Je pense que il y a vraiment des choses qui ont été bousculées là avec ce mouvement des gilets jaunes, mais pas que, et qui sont, je pense que qui sont là, qui ne vont pas partir parce qu'une fois qu'on a capté des choses et ben, je pense que on reviendra plus en arrière. Non, quand tu as Et ouvert les yeux, tu peux plus les fermer. C'est plus mm, possible. mm, Une fois qu'ils sont ouverts, ils sont ouverts. Mais c'est compliqué hein, de voir autant de répression. Ça, on s'habitue pas parce que clairement, quand on sait qu'on agit pour des alternatives, pour quelque chose de mieux, pour quelque chose de positif, c'est insupportable d'avoir autant de répression et de violence et de blessures et de prison. Ça doit pas être associé à ça. Des mm, mouvements aussi, des mouvements finalement aussi pacifistes, même s'ils ont des ressorts et qu'ils ont la peau dure. Euh, la violence, elle est étatique. Elle est étatique et judiciaire. Et ils sont liés, ouais, ils sont plus indépendants. Donc c'est mm. terrible, quoi. C'est terrible. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet, un petit mot aussi sur un travail de journaliste indépendant qui a été fait par David Dufresne et Pascal Pascariello. Allô, place Euh, je vous- Beauvau. Ouais, et du coup, maintenant, je sais plus comment ça s'appelle par rapport à, donc ils ont effectivement recensé toutes les blessures, etc. Mais là, ils ont fait un travail Mm. sur le suivi juridique, les plaintes à l'IGPN et d'étudier un peu quelles sont les suites. Et on se rend compte, mais c'est complètement fou, quoi. Sur les 960 plaintes déposées par l'IGPN, je crois qu'il y en a 600 qui ont été, non, un peu moins. J'ai plus les chiffres en tête. Il y en a un certain nombre, mais quand même des centaines qui ont été traitées. Et au jour d'aujourd'hui, sur tout ça, il y a eu 3 condamnations pénales à du sursis sur toutes les plaintes. Quand on voit les images du Burger King, enfin, il y a plein de choses qui nous reviennent en tête. C'est complètement fou, quoi. Et donc, on se rend compte que même là, principalement là, puisque pour moi, l'IGPN, ça fait partie des outils de l'État
Mhm. pour officialiser en fait la répression et présenter ça comme un organe indépendant, comme le Conseil constitutionnel, comme tous ces organes qui hop apparaissent de temps en temps et qui valident. Mais en fait, ils sont au cœur de la répression. Et, et, et d'ailleurs, je conseille aussi un des derniers envois spéciaux, magazine Envoyé spécial, qui parle de ça exactement sur Ah des bah, il personnes, était dingue. Ah, celui-là, il était fou, cet mais envoyé spécial. complètement fou sur. Deux, Mais quand elle dit deux, ouais, c'est voilà, flop. exactement. Où la responsable de l'IGPN est interviewée, mais Ouais, c'est cynique au possible. ouais, C'est ouais, en mais souriant, elle le dit. ouais, mais voilà, il faut aussi s'en rendre compte de parler de ça. C'est pour moi c'est un central aussi l'IGPN. Il faut absolument que ce soit indépendant complètement. Il faut changer cette institution qui est faite par des policiers, qui protège des policiers. Enfin bref, et c'est dit dans cette, elle le dit aussi Ah bah, elle le dit. ouais, ouais, tranquillement. Donc voilà, il y a aussi en parallèle tout ça qui est important de mettre en avant. Et je pense c'est arrivé quand même dans certains grands médias par des personnes comme David Dufresne, etc. Et ça, c'est hyper Ouais, important. c'est Il faut que ça. Allo intérieur Gouv, je crois. Enfin, il y a Allo Place Beauvau pour les blessures et Allo Mm, intérieur pour mm, l'IGPN. ouais, complètement. Oui, c'est très important. Après, il y a voilà, ça c'est des gens qui militent, effectivement, qu'on verra pas en manifestation, mais qui compilent un nombre d'informations d'une richesse qui nous permettent d'avoir des chiffres réels, d'avoir des statistiques réelles, comme de mon côté, j'ai des. Documenté, Ouais, etc. voilà. Dans la Legal Team, là, Montpellier-Rennes, il y a Taramona, c'est une association, c'est des femmes qui font un travail, c'est des greffières au tribunal. Mhm. Elles connaissent les cas, mais ligne par ligne, de tout. Elles font un travail de fourmi. Enfin, vraiment, les gens s'en demandent beaucoup plus que ce qu'on leur fait croire, parce qu'on nous renvoie toujours nous culpabilise beaucoup. On est polluant, on consomme mal, on se comporte pas bien, on connaît nos devoirs, mais on a des droits, on est capable on a plus de force qu'on ne le pense, on est plus nombreux qu'on ne le pense, enfin, il y a beaucoup de choses positives dans ce mouvement et des gens qui ont des ressources et qui peuvent apporter des choses extrêmement précieuses au mouvement. Et tous ceux qui répertorient, effectivement, alors eux, ceux qui laissent les traces, qui permettent de monter des dossiers pour justiciables, c'est extrêmement important. Comme tu disais tout Complètement. à l'heure, Mm. Taramada, exactement, c'est l'association Taramada. Donc ouais, elles font un boulot d'enfer. Mais il y en a partout des legal teams qui font du gros boulot. Donc Super. qu'est-ce que je peux te souhaiter? Des bonnes vacances en famille déjà. Déjà. Déjà, primo. Et puis c'est quand dans 4 mois que tu vois la juge d'application des peines? D'ici 4 mois. Donc voilà, ça peut être une convocation qui tombe demain dans ma boîte aux lettres. A priori, la justice en ce moment, elle est plutôt à la bourre. Hein. Il y a eu le mouvement de grève des avocats à partir de janvier. Ensuite, il y a eu le confinement. Mmh. Donc ça, c'est aussi Ouais. voilà. Donc, mais bon, Puis il y a les d'ici vacances 4 mois, judiciaires en août, hein. Toujours, a hein, en priori, France. mais j'imagine qu'ils vont quand même avancer parce que je pense que là, ils sont vraiment déjà, c'était critique. Bon, en tout cas, on va voir la suite. Mais d'ici 4 mois, effectivement, le rendez-vous. Puis après, avant que le bracelet soit effectif, il va aussi se passer un petit peu de temps entre le temps de l'application des peines et moi, l'idéal pour moi, allez, ce serait que ça se passe pendant l'hiver, qu'il y ait un temps quand Ouais, même c'est où on a moins clair. envie de sortir Novembre, et avec décembre, janvier. dans mon activité on peut travailler aussi chez soi, etc. Voilà. Et puis Et j'espère. surtout, tu nous envoies les liens, tu sais, et on fait comment. Tout à l'heure, tu as parlé du PAP 40, enfin des petits Mhm, liens, des astuces, des outils mhm, militants mhm, que nous, on pourra relayer aux abonnés et à ceux qui jettent un œil sur tout ça, qui puissent mhm. rejoindre, s'informer et surtout. Mais tu me tiens au courant Sans de problème, tout compte sur ça? moi. Ah bah, Ouais. écoute, on relaiera l'histoire. Merci beaucoup de ton temps. Ça a été un peu, c'est les vacances, j'étais un peu mis le grappin dessus, mais je trouve que c'était très important que tu parles et que les gens se rendent compte, encore une fois, d'un témoignage kafkaïen, mais Mhm. c'est juste vrai. Donc, à un moment donné, voilà, éthiquement, je pouvais pas te laisser passer dans les filets. Merci Voilà. pour ton travail, votre travail, c'est hyper important, ouais, on l'a dit. Ben, merci pour le tien. Et puis à tous ceux qui t'entourent et merci à toutes les familles, à tous les entourages de ceux qui prennent des peines parce qu'effectivement, ça ricoche sur tout le monde.
Et c'est très important qu'il soit là et aussi solide. Voilà. Bah écoute, je t'embrasse, passe de bonnes vacances jusqu'à ce que le coup près tombe. Et puis bah, quand il tombe, tu nous le dis. Ce sera, ouais, on reste en lien. Pas de souci. Ça marche. Bon, je te le laisse. Alors attends. Salut. Attends. Ah bah ça y est, il a quitté. Merci à tous d'avoir suivi. C'est un peu tôt, 10h30 ce matin. C'est pas trop l'habitude. Nos habitudes, on est plutôt pour les interviews le soir. C'était plus pratique pour Stéphane. Donc j'espère que vous l'avez découvert. Pour ceux qui le connaissaient pas, pour ceux qui le connaissent, que vous avez été contents de le voir, que vous allez continuer à soutenir la répression d'État qui ne fait qu'augmenter. Et on a affaire à des peines qui font sursauter. Donc merci de les soutenir. Et puis on va vous mettre les liens, tout ça. Et j'embrasse toutes les legal teams de France et de Navarre. Et à très vite sur la clique éthique.